Les boucles. Première partie, les boucles for ou boucles inconditionnelles, dans le cadre de l'enseignement de SNT de la classe de seconde. Dans certains programmes, il est important que l'ordinateur réalise plusieurs fois d'affilée une tâche déterminée. On peut faire cela grâce à des structures de contrôle particulières appelées boucles. Dans cette première partie, nous allons parler des boucles inconditionnelles ou boucles for qui permettent de répéter une action un certain nombre de fois déterminées à l'avance. Nous allons commencer par l'exemple suivant. Donc ici, nous avons une boucle for assez simple, assez minimaliste. Donc for i in range 10. Nous allons voir à quoi correspond cette instruction range 10. Nous affichons dans la boucle l'index de la boucle et ensuite la valeur de la variable i. Et enfin, en sortant de la boucle, nous allons afficher fin du programme. Alors lançons ce script Python pour voir comment ça se déroule. Alors dans la console, nous pouvons voir ceci. L'index de la boucle est 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 9. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsqu'on utilise une structure du style for i in range 10, l'ordinateur va compter de la valeur 0 jusqu'à la valeur 10 exclue. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va compter à partir de 0 jusqu'à 9 et par pas de 1. Alors on dit par pas de 1, c'est-à-dire qu'à chaque tour de boucle, on va incrémenter, donc on va augmenter de 1 la valeur de i. Et donc ça nous permet de faire un programme qui va compter, par exemple, de 0 jusqu'à une certaine valeur. Lorsque la boucle est terminée, c'est-à-dire lorsqu'on est allé jusqu'au bout de la boucle, on affiche le message, donc fin du programme. Alors par contre, il faut faire attention, ça c'est une spécificité de Python. Lorsqu'on utilise range 10, en fait l'intervalle de comptage va aller de 0 jusqu'à 9. Donc si par exemple on voulait faire un programme qui compte de 0 à 10, il faudra faire attention de modifier dans le range et de mettre la valeur de 11. Parce que comme on s'arrête toujours à la valeur juste avant, là on pourra compter jusqu'à 10. Donc si je relance mon script, voilà, on a bien un programme qui va compter de 0 jusqu'à 10. Alors après on peut se demander, mais est-ce qu'on est obligé de compter en partant de 0? Est-ce qu'on est obligé de compter à chaque fois de 1 en 1? Alors justement, c'est là qu'on va pouvoir modifier notre range en mettant deux nombres. Alors ici, je vais rajouter par exemple 2, voilà, for i in range 2,11. Je relance mon programme et je regarde ce qui se passe. Et là, je m'aperçois que le programme n'a pas commencé à compter à partir de 0, mais à partir de 2. Donc lorsqu'on fait un range avec deux nombres, donc par exemple ici 2, 11, eh bien le programme va commencer à compter à partir du premier nombre inclus jusqu'au dernier nombre exclu. Donc là on a 2, 11, on va commencer à compter à partir de 2, et on va s'arrêter juste avant 11, c'est-à-dire à 10. Alors on peut tenter d'autres combinaisons. Par exemple, qu'est-ce qu'il va se passer si j'essaye de mettre 6 et 15? Donc à votre avis, de quel nombre je vais partir, jusqu'à quel nombre je vais aller? Alors effectivement, si on lance, on va bien aller de 6 à 14. Donc le premier nombre est toujours inclus, le dernier nombre est exclu, c'est-à-dire qu'on s'arrête juste avant. Alors, par contre, comme dans l'exemple précédent, on a vu qu'à chaque tour de boucle, on augmente de 1. Donc on incrémente le compteur de boucle de 1. Le compteur de boucle, c'est la variable qu'on a ici, et qui permet en fait de compter justement les tours. On peut se servir de cette variable à l'intérieur de la boucle, et là on l'affiche justement grâce à une instruction print. On va voir un petit peu plus loin une utilisation un peu plus utile de ce compteur de boucle. Alors, une autre chose qu'on peut faire, c'est rajouter un troisième nombre dans le range. Par exemple ici 2. Et maintenant nous allons relancer notre script Python et voir qu'est-ce qu'on obtient. Alors si je le relance, on s'aperçoit ici que j'ai beaucoup moins de lignes que tout à l'heure et que mon index de boucle ne va pas parcourir tous les entiers entre 6 et 14. Parce qu'en fait j'ai 6, 8, 10, 12, 14. Et en fait à chaque tour de boucle, en fait mon compteur i a été incrémenté de 2, a été augmenté de 2,
la valeur que j'ai mis ici, c'est-à-dire le troisième nombre que nous avons mis dans le range. Alors après, on peut imaginer d'autres valeurs. Par exemple, je peux mettre ici 3. Si je mets 3, bien, effectivement, je vais compter de 3 en 3. Alors 6, plus 3, 9, plus 3, 12. Alors si je fais plus 3, j'ai 15. Mais comme je suis obligé de m'arrêter avant 15, eh bien en fait, le programme s'arrête à 12 et la boucle est finie. Alors, un autre intérêt là, de ce troisième argument, c'est que nous pouvons faire justement des comptes à rebours, c'est-à-dire compter à l'envers. Alors, je vous explique. Imaginons que j'inverse les deux premiers arguments du range. Donc je mets 15, 6. Et je vais garder, ou alors je vais remettre 2, comme on avait mis tout à l'heure. Si je lance, eh bien, je vais m'apercevoir que j'obtiens directement le message fin du programme, comme si la boucle n'existait pas. Et alors, ça se conçoit, car je pars de la valeur 15, et je suis censé aller jusqu'à la valeur 6 en augmentant de 2. C'est bien évidemment impossible, et donc je vais sortir directement de cette boucle et afficher directement le message fin du programme. Alors, comment je pourrais faire si je veux effectivement compter de 15 à 6 à l'envers? Eh bien, l'incrément de la boucle, c'est-à-dire la valeur par laquelle je vais justement modifier l'index de boucle, se doit d'être négative. Et là, par exemple, je vais mettre moins 2. Si je relance mon programme, eh bien ici, je pars bien de 15. Alors attention, 15 est ici inclus, car c'est la première valeur. Et je vais incrémenter de moins 2. Donc ça revient à décrémenter de 2 la valeur de i. Donc 15 moins 2, 13. Moins 2, 11. Moins 2, 9. Moins 2, 7. Alors, si je faisais à nouveau moins 2 à partir de 7, j'arriverais à 5. Et donc, je dépasse justement la limite maximale de la boucle. Alors, on peut mettre moins 1. Le plus simple, c'est de mettre moins 1. Et à ce moment-là, je vais avoir un programme qui compte de 1 en 1, mais à l'envers. Et je peux faire, par exemple, comme ceci, un compte à rebours. Par exemple, compter de 10. Alors, on va essayer justement de mettre comme valeur 10 à 0. Imaginons que je veux faire un programme qui compte de 10 à 0, donc pour faire un compte à rebours type compte à rebours de bombe. À votre avis, est-ce que cela va marcher? Donc là, j'ai bien mis comme valeur de départ 10 et comme valeur d'arrivée 0. Et j'ai bien mis moins 1, donc je vais descendre, je vais décrémenter le compteur de boucle à chaque tour de boucle. Alors je vais le lancer. Voilà. Et on s'aperçoit que finalement, je n'obtiens pas réellement le résultat que j'avais attendu. Je pars bien de 10 et je descends. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais je ne vais pas jusqu'à 0. Alors c'est tout à fait logique car on a le même phénomène que précédemment. Je pars de cette première valeur, donc 10, c'est la valeur qui est incluse, mais je vais m'arrêter juste avant cette valeur-là. Donc je descends et l'entier qui précède justement 0, lorsqu'on part de 10 et qu'on descend de 1 à chaque fois, c'est 1. Donc si je veux compter jusqu'à 0, il va falloir que je mette l'entier juste après, qui est ici moins 1. Donc si je relance mon programme, je compte bien de 10 à 0. Alors si on voulait faire un compte à rebours par exemple de bombe, on pourrait changer le dernier message pour mettre effectivement boum. Et là, si je relance mon programme, voilà, j'ai un compte à rebours de 10 à 0 et ensuite j'ai boum. Je pourrais le simplifier en enlevant le premier message de ce print pour ne laisser que l'affichage de la valeur de i, donc du compteur de boucle. Et voilà, ça marche. Alors cet exemple-là n'a pas forcément une très grande utilité, mais on peut faire par exemple un programme de révision des tables de multiplication. Pour cela, on va se servir justement de ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, notamment les entrées-sorties et les tests éventuellement. Donc voilà ce que nous pouvons faire. Nous allons faire un programme qui demande à l'utilisateur un nombre n compris entre 0 et 10. 0 et 10 inclus.
Donc nous allons utiliser pour cela la fonction input. Donc veuillez entrer un nombre entre 0 et 10 inclus. En fait, nous allons lui demander à l'utilisateur de rentrer un nombre qui sera la table que nous voulons réviser. Par exemple, on veut réviser la table de 0, la table de 1, de 2, de 3 jusqu'à 10. Alors sachant qu'effectivement, certaines tables sont plus simples que d'autres, comme la table de 0, la table de 1 ou la table de 10. Alors nous voulons que justement le programme nous affiche la table de multiplication correspondante, mais il faut que l'utilisateur respecte une condition, c'est-à-dire qu'on ne veut pas un nombre inférieur à 0, ni un nombre plus grand que 10. Donc ça va nous permettre de réviser une autre structure de contrôle qui est le test if. Donc si n est plus petit que 0, ou si n est plus grand que 10, nous allons lui faire afficher un message d'erreur. Donc print, l'entrée est incorrecte. Voilà. Alors là, nous allons faire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que le programme, si on le lance et qu'on ne répond pas correctement à la consigne, c'est-à-dire que par exemple on tape 15 alors qu'il nous demande un nombre entier entre 0 et 10, eh bien il va juste afficher le message l'entrée est incorrecte, mais il ne va pas faire autre chose. Après, nous verrons que nous pouvons faire des programmes un petit peu plus complexes qui, par exemple, reposent la question si l'utilisateur se trompe. Alors d'ailleurs, nous allons préciser ici que nous attendons un nombre entier. Voilà. Pareil, nous ne testons pas si le nombre est entier, donc il faudrait rajouter justement une procédure de test pour savoir si l'utilisateur tapait un nombre décimal à la place. Alors voilà. Si par contre nous n'avons pas un nombre inférieur à 0 ou plus grand que 10, ça veut dire que l'utilisateur a rentré quelque chose de correct. Et à ce moment-là, donc nous allons utiliser else. À ce moment-là, nous allons vouloir afficher la table de multiplication correspondante. Alors ce que nous pouvons faire, c'est par exemple afficher voici la table de et n. N étant le nombre que nous avons justement rentré. Nous allons mettre une ligne vide. Alors pour afficher une ligne vide dans la console, pour aérer en fait l'écriture, il suffit de faire une fonction print avec simplement, aucun argument, donc print parenthèse parenthèse. Et ensuite, c'est là que les choses intéressantes vont arriver, nous allons utiliser une boucle. Alors, vous savez que quand on fait les tables, généralement, on part de 0 jusqu'à 10. Par exemple, la table de 5, on va faire 5 fois 0, 5 fois 1, etc. jusqu'à 5 fois 10. Donc nous allons faire justement une boucle qui va partir de 0 à 10. Alors comme nous avons vu précédemment, for i in range 11 permet de faire cela. Alors ensuite, qu'est-ce que nous allons afficher? Nous allons afficher n fois i et le résultat. Donc voilà comment nous pouvons faire. Alors pour le fois, j'ai mis la lettre X qui permettra d'afficher justement le symbole correspondant. Voilà. Alors, je fais d'abord ceci et nous allons tester après justement le programme. Attention, le programme n'est pas tout à fait fini. Voilà, il me demande d'entrer un nombre entier entre 0 et 10 et je vais lui taper par exemple 5. Alors voici la table de 5 et il m'affiche bien 5 fois 0, etc. jusqu'à 5 fois 10. Alors comment cela marche-t-il? Eh bien dans ma boucle, à chaque étape de la boucle, je vais lui afficher donc grâce à print le contenu de la variable n, donc qui correspond au nombre que j'ai rentré au départ, donc la table dont je veux justement les différentes valeurs. Il va afficher ensuite le symbole x, qui correspondra donc à la croix de la multiplication, et ensuite il va afficher le compteur de boucle i. Donc je vais avoir les valeurs de 0 jusqu'à 10. Et ensuite il m'affiche mon symbole égal. Et donc si je veux afficher le résultat, eh bien il suffit de mettre à la suite, par exemple, voilà, que je sélectionne le bon endroit, n fois i. Et là, je vais faire le calcul justement correspondant, c'est-à-dire la multiplication de la valeur n, que j'ai rentrée au départ, fois la valeur i. Alors maintenant, nous allons essayer de relancer. Nous allons taper par exemple 5. Et voilà,
Donc là, nous avons bien un programme qui affiche la table de 5. Si je le relance et que je décide par exemple de taper 9, je vais avoir la table de 9. Donc l'intérêt de la boucle ici, c'est de répéter plusieurs fois justement quelque chose. Alors à chaque tour de boucle, grâce au compteur de boucle, on peut avoir un changement. C'est-à-dire qu'on peut compter avec i, ici de 0 à 10 par pas de 1, c'est-à-dire en comptant normalement 0, 1, 2, 3, etc. Mais on peut compter à l'envers, on peut compter de 2 en 2, de 3 en 3, et d'une borne inférieure jusqu'à une borne supérieure. Alors attention, la boucle for permet donc de faire une répétition, donc de répéter une action, un nombre déterminé et surtout connu à l'avance de fois. C'est-à-dire que si on veut répéter par exemple 10 fois une action, on va utiliser une boucle for. Mais on verra dans une prochaine vidéo que dans certains cas, nous ne savons pas exactement dès le départ combien de fois nous voulons répéter l'action. Et à ce moment-là, on utilisera un autre type de structure, les structures de boucle inconditionnelles, ou plus exactement les structures de boucle conditionnelles, donc les boucles while. Mais ce sera le sujet de la prochaine vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo.